Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour civiliens et civiliennes. Nous vous accueillons à nouveau depuis plusieurs lieux situés sur la planète, Michel et moi ce soir, et nous sommes heureux de vous accueillir pour la 10e rencontre civilienne, qui est également la première rencontre civilienne de l'année 2021. Bonsoir Michel. Bonsoir, Stéphane. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, Michel, c'est un thème qui porte l'intitulé La véritable nature de l'argent. Et c'est un thème qui peut être un peu étonnant, puisque chacun et chacune d'entre nous, nous faisons usage quotidien d'argent, en somme. Nous en avons dans nos portefeuilles, nous en avons sur nos comptes bancaires. Est-ce que dès lors, on ne peut pas considérer que nous connaissons très bien ce qu'est la nature de l'argent? À quoi bon se poser encore la question? Alors bien sûr, vous êtes nombreux et nombreuses aussi à savoir que les choses ne sont pas aussi simples, notamment au cours des années 2007-2008 avec la crise financière. C'est une question qui est devenue assez partagée au sein de la population. En tous les cas, il y a eu de nombreux questionnements, débats sur ce qu'est la véritable nature de l'argent, d'autant plus que nous sommes depuis lors dans un contexte où les États sont de plus en plus en déficit. Ça existait déjà dans certains États avant les années 2007-2008, mais le déficit des États n'a pas cessé de s'aggraver. Et par ailleurs, pour pallier à cette crise de 2007-2008, on a vu les banques centrales, la Fed aux États-Unis, la Banque centrale européenne, émettre des quantités incroyables d'argent prêté aux États, prêté aux banques aussi. Et donc nous sommes dans une situation un peu étonnante. Nous utilisons tous les jours de l'argent qui circule d'ailleurs, qui n'a jamais circulé autant, en tous les cas qui n'a jamais été émis autant qu'aujourd'hui sur base de ce que l'on peut voir depuis la crise de 2007-2008, pour éviter notamment un certain effondrement du système économique et financier. Et on peut se poser la question, Michel, finalement, est-ce vraiment un problème? Y a-t-il vraiment un problème avec l'argent? Est-ce que ce qui se fait aujourd'hui au niveau des banques centrales notamment rentre en contradiction avec ce que serait la nature de l'argent? Et il me semble que ça va être un thème vraiment d'actualité dans les toutes prochaines semaines, tous les prochains mois. Hein. On va voir ressurgir à nouveau, c'est déjà le cas maintenant, mais de manière plus nette probablement encore, cette question qui est très pratique aussi. Oui, alors certainement que ça fera encore la une de l'actualité pendant quelques temps, voire plusieurs années, parce que nous sommes le système actuellement et on peut se dire pratiquement au bord de l'implosion, tant cette création monétaire dont tu as parlé par les banques centrales a pris des proportions énormes, gigantesques. Il faut savoir par exemple que la BCE, depuis plusieurs années, prête des dizaines de milliards chaque mois. Hein. C'est de l'ordre, enfin plutôt elle rachète des titres, alors je ne veux pas rentrer trop dans des détails techniques, mais elle rachète des titres à différents organismes, notamment aux banques, pour les soutenir et pour essayer qu'elles puissent prêter de l'argent. Donc de l'ordre de 60 milliards, 80 milliards même d'euros par mois. Aux États-Unis, ça a été aussi pendant plusieurs années la même chose, et ça recommence maintenant avec la crise du Covid, où pour essayer d'empêcher que l'économie ne s'effondre, comme tu l'as dit, eh bien on a les banques centrales arrosent, si je peux me permettre l'expression, l'économie avec des milliards et des milliards de dollars. Là, les États-Unis, on en est à 2000 milliards depuis le début de la pandémie. Donc, c'est des chiffres on a même presque de la peine à se représenter. Et
ça donne une impression d'une monnaie qui est distribuée. C'est pour ça que sur l'invitation, on a marqué, on a mis cette image de la helicopter money, la monnaie distribuée par hélicoptère, qui est une notion qui a été d'ailleurs prônée par, ou tout au moins imaginée par Milton Friedman déjà dans les années 70. Hein. Donc, une façon de faire tourner l'économie à partir d'une monnaie qui serait distribuée à tout le monde. Et pour qu'on, bien sûr, ça pose la question, mais premièrement, jusqu'où peut-on aller comme cela? Alors, juste pour qu'on le voit, on pourrait regarder une première image de l'évolution de la dette de la France. Pour se rendre compte, on ne va pas faire trop de chiffres, hein, mais juste pour avoir une idée, vous avez une courbe qui est assez parlante. Vous voyez que depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, hein, la dette de la France n'a cessé d'augmenter avec une pente quand même assez importante. Hein. Et vous pouvez voir que depuis la fin 2019, c'est-à-dire tout au long de l'année 2020, on est avec une pente qui s'accentue fortement. Donc ça, c'est la première chose. Et si on compare maintenant avec la vue suivante, en comparaison du produit intérieur brut, hein, vous voyez que là aussi, on a d'abord une augmentation continue avec un saut important en 2008, hein, la pente s'accentue, et elle s'accentue de nouveau en 2020, et là aussi dans des proportions importantes. Hein. On peut se demander jusqu'où nous pourrions aller ainsi. Alors certains disent qu'on peut continuer, que ce n'est pas grave, parce que les taux d'intérêt, inversement, sont en train de diminuer. Et là aussi, d'une façon complètement stupéfiante, puisque nous sommes maintenant, on a connu, hein, je rappelle qu'on a eu des taux d'intérêt qui, à l'époque de la grande crise d'inflation dans les années 80, des taux d'intérêt qui allaient jusqu'à 18%, hein, ce qui est gigantesque. Et aujourd'hui, nous sommes avec des taux qui ont baissé continuellement. On se trouvait il n'y a pas si longtemps avec des taux de l'ordre de 1,5%, 2%. Hein. Et maintenant, nous sommes avec des taux négatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des taux négatifs? Parce que c'est pas habituel, hein, d'entendre cette dénomination-là. En réalité, les taux négatifs, cela veut dire que les personnes qui prêtent de l'argent à la Banque centrale européenne, par exemple, vont le prêter en payant pour qu'on prenne leur argent. Ils payent pour que leur argent soit accepté par la Banque de France, par l'État français, par la Banque centrale européenne, etc. Ça veut dire qu'on a atteint un stade où il y a tellement d'argent qui cherche à se placer qu'il ne sait plus où se mettre. Et que pour avoir des placements à peu près sûrs, eh bien, on est prêt à payer, les investisseurs sont prêts à payer, les grands fonds d'investissement, à payer à des taux qui peuvent aller de moins 0,5% par exemple. C'est à peu près le taux moyen auquel la France emprunte actuellement. Ça veut dire que la France gagne de l'argent en empruntant de l'argent. Ça, c'est aussi une notion. Je veux dire, on n'avait jamais vu ça dans l'économie, une chose pareille. Et c'est
à peu près générale. Ce qui- Alors, oui, vas-y. Une petite remarque juste en passant, ça pourrait montrer qu'il n'y a pas de manque d'argent, puisque certains ne savent plus trop où le placer, et ça rend d'autant plus étonnant le phénomène de l'hélicoptère-monnaie, puisqu'on n'arrête pas d'arroser alors qu'il y a déjà trop d'argent. Mais je referme la parenthèse ici, hein, Mhm. Oui, oui, bien sûr, oui. étonnant, quoi. Alors, il faudrait savoir, il y a plusieurs facteurs là-dessus, on ne peut pas rentrer Mhm. complètement dans les détails de ça, mais juste pour donner un exemple, les banques, pendant toute cette période ce qu'on appelait le quantitative easing, le fait de faciliter la facilitation quantitative de la monnaie, hein, ce rachat par les banques centrales de, de titres de dette pourris, quelquefois même, hein, ça a permis peut-être de sauver les banques, mais ces mêmes banques, au lieu d'utiliser cet argent pour le prêter à l'économie réelle, très souvent le replacer soit auprès des banques centrales, soit en rachetant des titres de l'État. Hein. Donc, ça n'a pas toujours aidé, loin de là, l'économie. Donc, quelquefois, ils préféraient placer en dépôt auprès de la Banque de France leurs titres pour, parce que la rémunération était plus avantageuse à ce moment-là. Mhm. Actuellement, donc, on a une, une dette qui est colossale, mais en même temps, il faut regarder la répartition de cette dette pour voir quel est le risque que nous courons avec cela. Alors, on pourrait peut-être voir la dia suivante. Qui pose la question qui détient la dette de la France. Alors, on voit qu'une bonne part de la dette, presque 52%, 51-90%, est détenue par des non-résidents, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas en France fiscalement, hein, qui sont un peu partout dans le monde et qui, bien sûr, si l'État français venait à faire faillite sur sa dette, ne remboursait plus sa dette, eh bien, à ce moment-là, il n'accepterait plus de prêter ou bien à des taux qui augmenteraient très, très vite. On a vu des situations comme ça, par exemple, avec l'Italie, et ça risque de se renouveler très prochainement avec l'Italie. Pour l'instant, la France est considérée encore comme un placement relativement sûr. Hein. Nous avons aussi beaucoup d'institutions françaises et de particuliers qui détiennent presque 22% de la dette française. Il y a des organismes de ce que vous voyez en orange, en orange clair, les OPCVM qui détiennent 1,50. Ça, c'est des organismes de placement comme les SICAV ou les fonds communs de placement. Ils détiennent une petite partie de la dette française, c'est pas significatif. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de regarder ce qui est en gris, les 7% qui sont détenus par des établissements français de crédit. Ça veut dire que les banques, en gros, hein, plus d'autres organismes de crédit, achètent des titres de la dette française émis par l'État français, hein, pour 7%, et ils y sont vivement encouragés par la Banque centrale et par les règlements de la Banque centrale européenne également. Hein. Ça veut dire qu'ils n'ont pas toujours le choix, et même si la dette devenait problématique, ils devraient continuer de détenir ces titres. Ce qui veut dire que ça pourrait mettre en péril l'équilibre financier et le bilan des banques. On a donc là un risque systémique très très important qui est
complété aussi par un autre risque, c'est celui des assurances qui détiennent une grande part, 17,6% de la dette française. Si l'État ne pouvait plus rembourser sa dette, nous verrions donc ces deux types d'investisseurs, c'est-à-dire les banques et les compagnies d'assurance, notamment Assurance Vie, qui seraient mises en grande difficulté. Cela pourrait avoir un effet domino très important sur le reste de l'économie. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les particuliers, ceux qui sont en bleu clair, là, les 21,9%, eh bien, pourraient aussi connaître des déboires avec cela. Alors, on dit qu'un État ne peut pas faire faillite, mais ce qui peut arriver, c'est que les taux d'intérêt augmentent considérablement et que ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on doit payer chaque année pour satisfaire aux conditions de la dette, ces intérêts-là, on risquerait de ne plus pouvoir les payer, ce qui est déjà arrivé souvent, c'est-à-dire qu'on doit à ce moment-là emprunter pour payer les intérêts. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est très malsain au niveau du fonctionnement de l'État. Alors ça nous pose beaucoup de questions qu'on ne va pas pouvoir toutes traiter aujourd'hui. Ça amène par exemple la question de comment est fait le budget de l'État et et comment pourrait-il être autrement dans une optique civilienne, dans une optique où l'État central n'existerait plus sous la forme où on la connaît, ce dont on a parlé dans les premières rencontres civiliennes. Cet État qui ne serait plus exécutif, qui serait pris en main, dont l'exécution serait prise en main par l'ensemble de la société civile, par les acteurs de la société civile, cette forme d'État, eh bien, si elle évoluer dans cette direction, ça changerait considérablement la notion du budget de l'État et donc du déficit. Pour quelle raison, Michel? Alors, c'est peut-être pas le moment de poser peut-être trop de questions non plus, parce que ça va devenir trop vaste, mais voilà. C'est une question qui émerge en tous les cas. Ce serait gentil de ne pas poser la question, mais oui, que dire, ça veut dire que chaque domaine devrait lui-même justifier, je le dis très brièvement, on pourrait en reparler quand on aura parlé de la forme que pourrait prendre le prêt, et les organismes prêteurs. Si on concevait, ce dont on parlera les prochaines fois, si on concevait la monnaie comme un service public géré par la société civile. Ça, c'est la prochaine fois ou les prochaines fois qu'on pourra détailler ça. Et on verra à ce moment-là que le budget de l'État devrait être conçu, c'est-à-dire que chaque domaine devrait lui-même justifier de la nécessité des projets qu'il entend entreprendre et du besoin de financement donc nécessaire en argent public. Ce qui suppose pas mal de modifications aussi du côté de l'impôt. C'est encore de la musique d'avenir, il faut qu'on en parle plus tard. Mais un autre aspect aussi de ce déficit, par exemple, cette année, l'État français a augmenté son déficit d'à peu près 260 milliards d'euros. Pour comparaison, une estimation que j'ai faite en 2019 des bénéfices de 2019, c'est très difficile de faire une telle estimation parce qu'on ne trouve pas de chiffres là-dessus. Mais en recoupant de plusieurs
sources, je suis arrivé à peu près à une estimation de 270 milliards les bénéfices des entreprises pour 2019, sachant qu'à peu près 100 milliards sont déjà produits par les 40 entreprises du CAC 40, ce qui est déjà considérable. Donc, si on est dans l'optique où le capital était transformé, comme on l'a vu dans les 3 rencontres précédentes, à ce moment-là, les bénéfices reviendraient à l'ensemble de la société civile. Et on voit à ce moment-là que l'argent public nécessaire, sous forme d'argent public bien sûr, et on voit que l'argent public nécessaire pour cette augmentation du déficit de l'État, eh bien, en balance, on a ces 270 milliards. Donc c'est intéressant de regarder ça. Ça veut dire que quand on voit qu'il manque de l'argent pour que l'État boucle son budget, il y a d'un côté certainement des problèmes avec le budget de l'État lui-même et le coût d'un État pléthorique comme on l'a. Et d'un autre côté, il y a aussi tout ce qui peut venir des bénéfices des entreprises. C'est-à-dire qu'on cherche désespérément à trouver de l'argent et on le fait par l'emprunt, alors qu'en réalité, cet argent, il devrait revenir, si on considère les entreprises comme un bien commun, comme on l'a vu la dernière fois. Dans ce cas-là, le financement du déficit de l'État pourrait être assuré sans réelle difficulté. Voilà des considérations qui peuvent évidemment amener beaucoup de questions. Je vous invite, vous, ceux et celles qui nous rejoignent ici en direct dans la salle, de ne pas oublier, si vous le souhaitez du moins, de nous poser des questions par écrit via le petit bouton discussion, peut-être que ça s'appelle chat aussi. Je vous invite à me les communiquer. Et en cours de rencontre avec Michel, nous les examinerons, ces questions. Nous tenterons d'y répondre d'ici une trentaine de minutes environ, de telle façon à ce que on puisse, autant que possible dans tous les cas, ne pas laisser dans l'ombre certains points qui nécessitent des éclairages, justement. Donc, Michel, tu étais en train de montrer qu'en fait, ce qu'on doit emprunter qui creuse le déficit des États, actuellement, en tous les cas, en France, en tous les cas, en 2020, est disponible sous forme de bénéfices, mais certes, actuellement, ces bénéfices ne sont pas orientés selon le concept qui a été présenté lors de la 8e rencontre civilienne, qui portait sur le thème « À qui appartiennent le bénéfice des entreprises ?» Si on les orientait dans cette direction-là, nous aurions déjà de quoi financer ces besoins supplémentaires de l'État qui pallient pour l'instant à une économie qui est partiellement en berne à cause de la crise du coronavirus. C'est ça que j'ai compris dans ce que tu disais. Oui, tout à fait. Et ça ne suffirait pas totalement pour tout financer malgré tout, parce qu'il y a d'autres aspects qu'il faudra regarder encore. Mais si on regardait aussi la question de l'intérêt, aujourd'hui, si on compare depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est à partir de cette date-là que le déficit de l'État français est devenu très très important, si on regarde attentivement la part d'intérêt qui a été payée au total et qui fait le déficit français, qui contribue au déficit français, si on regarde ça, en réalité, sans intérêt à payer, on aurait un déficit, toutes choses égales par ailleurs, qui serait d'environ 600 milliards au lieu de 2700 milliards. C'est donc considérable comme différence. C'est-à-dire que nous payons sous forme d'intérêt la différence entre ces deux chiffres, 2700 moins 600.
Donc c'est énorme. Hein. Et un troisième facteur aussi par rapport au déficit de l'État, c'est la question du logement, du coût du logement, à cause des intérêts, d'une part, et d'autre part, pour ceux qui ne sont pas propriétaires, à cause des loyers. Ça, c'est une chose qu'il faudrait regarder. On a vu la croix de l'économie hein, les dernières fois, et nous avons vu que dans les 4 facteurs qui doivent être sortis de l'économie, le quatrième, dont on n'a pas parlé encore, c'est celui du logement, de l'immobilier et du foncier. Donc il faut considérer ces trois éléments. Hein. Les bénéfices des entreprises, d'un côté. Deuxièmement, les intérêts qui sont payés sur les dettes. Et troisièmement, la question des loyers et des intérêts sur les achats de maisons et d'appartements. Donc si on met ces 3 facteurs-là, à ce moment-là, on a de quoi financer l'économie. Mais bien sûr, ça suppose une très grande transformation de notre conception de l'économie elle-même, et notamment de cette résolution de ce que j'appelle la croix de l'économie. Mais on voit que nous ne pouvons pas continuer avec cette hélicoptère monnaie, et ce qui est important et ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est commencer à regarder une cause fondamentale de ce problème. Je dirais que c'est la cause la plus originelle de ça, avec aussi bien sûr la question de l'intérêt, sur laquelle il faudrait qu'on consacre une séance une fois. Hein. Mais à la base de la conception de la monnaie, partout, chez tous les économistes, dans les banques centrales, au niveau des États, il y a le fait que l'on pense que la monnaie est une chose qu'il faut introduire dans l'économie. Une chose qui peut être rare ou abondante, par exemple. Une chose qui, quand elle est rare, il faut en injecter. On parle d'injecter de la monnaie dans le circuit économique d'un pays. Et ce rôle revient bien sûr aux banques centrales. Banque centrale européenne, Federal Reserve Bank aux États-Unis, etc. Hein. Cette conception-là est extrêmement problématique parce qu'elle nous empêche de voir ce qu'est la monnaie réellement. Et comme nous n'arrivons pas à voir ce qu'est la monnaie à cause de ce fait-là, eh bien nous ne trouvons pas les solutions qui seraient appropriées pour la gestion de la monnaie. Et nous nous enferrons dans ces pratiques de helicopter money, hein, qui sont en train de se généraliser maintenant, puisqu'on a franchi un pas très très important. Et on l'a franchi au cours de l'année 2020. Jusqu'à présent, la monnaie qui était créée était créée pour des prêts, pour financer des projets. Aujourd'hui, avec les problèmes de l'arrêt de l'économie, l'État français notamment, hein, d'autres États aussi l'ont fait, mais l'État français a commencé à distribuer de l'argent aux particuliers et aux entreprises. Ça veut dire que là, ce qu'on prête, pas ce qu'on prête, mais ce qu'on donne, c'est de l'argent qui va servir pour la consommation directement.
On, on a donc franchi une limite par rapport à la nation même de création monétaire pour les prêts. Pour des espèces d'investissements, pour que l'économie produise davantage. C'est ça. Ici, c'est autre chose, c'est pour de la consommation, pour que les gens puissent vivre. C'est pour de la consommation, c'est-à-dire que c'est comme si une entreprise, on sait que quand une entreprise emprunte pour pouvoir payer ses salaires, par exemple, c'est une gestion malsaine. Une entreprise peut avoir un peu de difficulté de trésorerie, mais si elle doit emprunter parce qu'en réalité, elle n'arrive plus à survivre, ce que font actuellement d'ailleurs certaines entreprises, soit dit en passant, hein, eh bien, ces entreprises qui font ça sont en voie vers la faillite. Hein. Les États font la même chose. Tandis que si une entreprise alors emprunte plutôt pour acheter des machines, par exemple, pour acheter un bâtiment, elle va pouvoir développer une activité économique, elle va pouvoir produire davantage, et puis dès lors pouvoir rembourser l'emprunt. Si c'est pas pour de l'investissement, comment va-t-elle parvenir à rembourser ses emprunts, si je comprends bien le raisonnement? Comment va-t-elle rembourser ses emprunts? Ah oui, l'entreprise, oui, non, justement. Elle est à l'arrêt, les entreprises actuelles sont à l'arrêt, elles reçoivent cet argent. Pour une part, il est prêté, pour une autre part, il est donné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à le rembourser. Mais qui va le rembourser? C'est l'État français, parce que c'est l'État qui l'a donné. Ça veut dire, on espère qu'il y aura des temps meilleurs qui permettront de rembourser. Or, les courbes que nous avons vues tout à l'heure montrent que ces temps meilleurs n'existent pas. Hein, quand on voit la croissance permanente de la courbe du déficit français, on ne peut pas penser que, vu l'aggravation des crises actuelles, de plus en plus sérieuses, on ne peut pas penser qu'il va y avoir tout à coup, par un coup de baguette magique, une amélioration. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et pour cela, certains disent, la solution, c'est de continuer à emprunter, et un jour, on s'apercevra que plus personne ne pourra rembourser, on fera un great reset, une grande réinitialisation. C'est-à-dire que les États, d'un commun accord, ne rembourseront plus leurs dettes. Quelles seront les conséquences de ça? On verra bien. Hein. Mais ça ne changera pas les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on recommencera de la même façon après, hein, à condition que ça se passe bien. Parce que ça peut aussi mal se passer, hein, un tel défaut sur la dette. Donc, ce qu'il faudrait, c'est, pour réaliser qu'il faut procéder autrement, il faudrait commencer par se rendre compte que la monnaie n'est pas une chose qu'on doit injecter dans l'économie de cette façon-là. Et pour cela, il faut se rendre compte de quelle est la nature de la monnaie. Alors, pour le faire, j'ai imaginé qu'on pourrait prendre la situation d'un grossiste en fruits et légumes et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe suivant la méthode qu'on a déjà employée plusieurs fois, qui est de suivre pas à pas les phénomènes. Et les phénomènes vont nous montrer eux-mêmes quelle est la nature de la monnaie. Alors, si tu es d'accord, on va peut-être s'avancer là-dessus et regarder que ce grossiste, prenons plutôt une plateforme de distribution de magasins, hein, par exemple, plateforme de distribution dans le domaine de la bio, hein, qui va avoir différents produits, toutes sortes de produits. Et
ces produits vont être mesurés avec des kilos, des litres, des mètres, etc. On va donc avoir plusieurs unités de mesure. On en a d'autres aussi. Pour le magasin, il doit aussi avoir les kilowattheures par rapport à l'électricité. Pour les œufs, par exemple, ça va être des boîtes d'œufs. Ça sera la boîte, l'unité de mesure. On aura des plaques de beurre à la plaque, etc. Alors, si on regarde... alors, la question, on a un point d'interrogation là sur cette image. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui unit en fait toutes ces unités de mesure différentes? Quel est l'élément qui permettrait de les rassembler en une seule chose? On peut regarder peut-être la dia suivante et se dire maintenant, on a sur la gauche notre plateforme qui fait un inventaire de ces produits. Alors j'en ai mis quelques-uns comme ça, juste à titre d'exemple, c'est juste pour comprendre le principe. On voit que l'unité pour les poireaux, c'est le kilo, pour les carottes aussi, pour le lait, c'est le litre, pour les œufs, c'est les boîtes, le beurre, les plaques, comme on a dit. Et on voit, par exemple, les quantités de l'inventaire qui lui resterait en fin d'année, sachant qu'il aura essayé de minimiser ses stocks. Si on veut mettre ensemble les poireaux, les carottes, les pommes de terre, le lait, etc., on va faire une soupe, mais on n'a aucun élément qui nous permet, sinon, de les mettre ensemble, de les unifier, à part la soupe. Donc, on va... Qu'est-ce qui va permettre de le faire? Eh bien, c'est le fait qu'on va comptabiliser cela en euros, puisque c'est la monnaie qu'on utilise actuellement. C'est à ce moment-là, on le voit sur le tableau de droite, en rouge, on a quelque chose qui permet maintenant d'agréger, de mettre ensemble toutes ces quantités qui, sur le tableau de gauche, sont disparates. Là, on les unifie par le fait que l'on met comme unité de mesure la monnaie. Et ça rentre à ce moment-là dans la comptabilité. C'est ça qui va apparaître dans la comptabilité, alors que mettre dans la comptabilité 380 kilos de poireaux, ça n'aurait aucun sens, ça ne dirait strictement rien à personne. Donc on peut voir maintenant, on peut avancer d'une dia et se rendre compte que nous avons la monnaie qui joue ce rôle d'être au-dessus de toutes les autres unités de mesure. Je l'appelle supramesure. C'est cette supramesure qui permet d'avoir une vue d'ensemble, non pas de l'inventaire du magasin produit par produit, mais de ce que donne la totalité de l'inventaire du magasin. Et c'est ça qui va être mis, par exemple, en fin d'année, au 31 décembre, ce sera le stock au 31 décembre. Donc, on est là devant un élément extrêmement important, c'est qui nous met déjà sur la piste de ce qu'est la nature de la monnaie. Elle est en fait une supramesure au-dessus des mesures des différents produits. Et cette supramesure, elle est enregistrée dans la comptabilité des entreprises. Elle apparaît dans la comptabilité des entreprises. Et là, il faut se rendre compte qu'on a une différence très importante que l'on peut saisir si l'on voit la différence
qu'il y avait entre la façon de peser dans les temps anciens, avec un kilo en fonte, comme on le voit sur la dia suivante. Hein. On a le traditionnel kilo en fonte que beaucoup d'entre vous ont certainement connu dans leur jeunesse. Hein. Et puis à côté, on voit une balance électronique. Rendons-nous compte de la différence. Des poids, on les achète, on peut les avoir physiquement devant nous. Hein. Ce qui est sur la balance, on ne peut pas l'avoir physiquement devant nous. On a la balance, bien sûr, mais le poids qui est indiqué, lui, est indiqué par des chiffres, hein, mais il est dans le même rapport que l'on a avec la monnaie, le rapport entre le poids existant comme avant, dans les temps anciens, on va dire, et le poids qui est mesuré avec une balance électronique. On a ce même rapport avec la monnaie. La monnaie était avant essentiellement une monnaie qui était en pièces d'or dans les temps anciens, hein, en pièces d'or, et puis peu à peu l'or a disparu. Alors je ne veux pas entrer dans les détails maintenant. L'or a disparu, on avait plus du tout d'or dans les pièces de monnaie, on avait d'autres métaux. Hein. Puis sont apparus les billets, hein, et ensuite sont apparues les écritures bancaires. Et la différence, le passage d'une monnaie qu'on a entre les mains, une monnaie sonnante et trébuchante, comme on disait avant, à une monnaie qui est uniquement écrite dans les livres de la banque, ce passage-là, il est donc de même nature que le passage du poids physique au poids qui est affiché par la balance. C'est-à-dire qu'on n'a rien entre les mains comme on l'avait avant quand on supposait quand on sous-pesait le poids. C'est la même chose qui se passe, et on va voir un peu plus précisément comment ça se passe au niveau de la banque avec les dias suivantes. On va supposer qu'on a un magasin qui achète au grossiste. Il lui achète des produits, toutes sortes de produits, comme on peut le voir là sur l'étalage de droite dans la photo du magasin, hein, toutes sortes de produits achetés à ce grossiste et qui vont bien sûr donner lieu à un règlement, et on va avancer d'une dia pour voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Le grossiste va enregistrer une vente des produits. Il va l'enregistrer produit par produit, mais en même temps, il va consolider ça ou agréger ça dans une vente globale qui apparaîtra, dans un chiffre global qui apparaîtra sur la facture envoyée au magasin. Le magasin va payer. Mais le magasin, au préalable, il va enregistrer ça aussi dans sa comptabilité. Et ce qui va apparaître dans sa comptabilité, ça va être une baisse de son compte en banque. Ça va apparaître aussi à un autre endroit dans sa comptabilité, je ne rentre pas dans les détails, mais il va y avoir une baisse de son compte en banque, qu'on comprend bien sûr, puisqu'il va payer le grossiste. Symétriquement, le grossiste va avoir une augmentation de son compte en banque. S'il y avait un moyen direct de règlement par Internet qui irait directement entre le
grossiste et le magasin, à ce moment-là, le transfert pourrait se faire automatiquement. Hein. Il n'est pas impossible qu'un jour on arrive à ça avec les progrès qui sont en train de se faire dans le domaine des moyens électroniques et des moyens de paiement. Mais actuellement, il y a un intermédiaire qui va jouer un rôle dans le paiement. Et cela se voit sur la diapo suivante. Cet intermédiaire, on le sait tous, hein, c'est la banque. Essayons de voir ce qui se passe réellement dans la banque. La banque va recevoir un ordre de paiement de la part du magasin. Cet ordre, aujourd'hui, il est fait directement depuis l'ordinateur de la comptabilité du magasin. La banque reçoit cet ordre et elle va créditer donc le compte du grossiste. Tout le monde voit bien que la chose se passe par un jeu d'écriture. On va supposer qu'ils sont dans la même banque, hein, les deux, hein, et ça va être un jeu d'écriture entre le magasin, le compte du magasin et le compte du grossiste. En réalité, que représentent ces deux comptes qui sont à la banque? Vous voyez ces petites flèches bleues qui vont depuis le compte banque du grossiste et le compte banque du magasin. Ce qui se passe, c'est en fait une sorte de délégation, une délégation de chacun de ces deux commerçants qui délègue à la banque le soin de gérer ce qui est écrit en rouge, c'est-à-dire le compte banque. Dans la comptabilité, il y a parmi les écritures une ligne qui apparaît dans le bilan où est inscrit ce que l'on a en banque. Et donc, ce compte-là, bien sûr, il varie en permanence et il contient beaucoup de lignes au cours d'une année. Dans le bilan, on ne fait que résumer ce qui est sur la banque en fin d'année. Mais la tenue de ce compte banque, elle se fait dans la comptabilité de chacun des commerçants, mais en même temps, elle est déléguée à la banque pour la gestion de ce compte. Ça veut dire que c'est comme si on avait externalisé depuis chaque commerçant externalise la gestion de son compte banque et le confie à un organisme qu'on appelle justement aujourd'hui la banque. On verra comment ça peut évoluer la prochaine fois, hein, dans notre prochaine rencontre. Mais aujourd'hui, on peut se faire cette image que la banque, dans cette fonction-là, parce qu'elle a d'autres fonctions, hein, mais dans cette fonction-là de gestion des comptes, elle est dans cette fonction de virement, hein, c'est un peu comme si chaque entreprise et chaque particulier avait externalisé la gestion de sa propre comptabilité vers l'extérieur dans un organisme qu'on appelle la banque. Et là, alors à ce moment-là, on voit comment se passe la monnaie. La monnaie elle-même n'a pas circulé. Il y a simplement eu un jeu d'écriture. Une écriture qui est passée d'un compte à un autre compte. C'est-à-dire, c'est même pas passer d'un compte à un autre compte, c'est un compte à diminuer et un autre compte symétriquement à augmenter.
mais n'a circulé en réalité. Hein. Ça veut dire que la monnaie, à ce moment-là, est totalement dématérialisée. Je ne dis pas virtuelle, hein. Elle est une réalité. Elle correspond à des actes réels, mais elle est simplement le reflet chiffré de cette réalité. C'est comme si on avait un miroir qui transformait tout ce qui se passe dans la circulation des marchandises. On peut imaginer entre le magasin et le grossiste, hein, cette circulation de marchandises, et bien comme si le miroir transformait ça en chiffres. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui est devenu en fait la monnaie aujourd'hui. C'est-à-dire que la monnaie, au cours du temps, elle a évolué et elle est devenue purement jeu d'écriture, c'est-à-dire comptabilité. Et ça fait longtemps qu'elle est devenue comptabilité. C'est-à-dire que même la monnaie papier et la monnaie pièce, hein, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, hein, cette monnaie espèce, elle n'est plus que le signe d'un jeu d'écriture. Derrière elle, il n'y a que des écritures. Et ces écritures sont parfaitement réelles, quand on parle de l'économie réelle, bien sûr, hein, elles sont parfaitement réelles puisqu'elles correspondent à des échanges de marchandises ou à des échanges de services. On est donc dans une situation qui a considérablement évolué et qui s'est renforcée depuis qu'il y a eu l'informatisation des écritures bancaires. La monnaie est donc devenue comptabilité, et l'exemple qu'on a vu avec le grossiste et le magasin nous montre qu'en réalité, c'est simplement, uniquement, une écriture dans les comptabilités du magasin et du grossiste, et que ce qui se passe dans la banque n'est que la gestion de cette partie de la comptabilité du magasin et du grossiste. Il faut bien voir ce point-là, hein. C'est-à-dire que c'est juste un reflet symétrique qui est dans la banque de ce qui se passe dans le magasin et qui est enregistré dans la comptabilité du magasin. Ça n'est rien d'autre que ça. C'est un service fourni par un organisme qui a un coût, puisqu'on n'est pas encore dans un service public de la monnaie, hein. Et je ne rentre pas là non plus dans les détails de comment ça se passe, mais si on part de la banque comme étant l'organisme central pour la monnaie, on n'arrive pas à avoir une vue complètement réelle de la monnaie. On ne l'a que si on part de la comptabilité des entreprises et qu'on se rend compte que c'est simplement un compte, un sous-compte de la comptabilité de l'entreprise qui est externalisé dans la banque, et la banque rend le service de gérer ce compte-là. Et ça inverse totalement la vision que l'on a habituellement de la monnaie si on procède ainsi. Il me semble, Michel, que c'est un sacré défi de concevoir l'argent dans sa nature de comptabilité, dans la mesure où notre langage habituel fait usage de mots qui font tout le temps penser au fait que l'argent est une marchandise ou est un objet. On parle par exemple de liquidité, d'actifs circulants, de stock d'argent. Hein, il y a toutes sortes d'expressions qui ramènent tout le temps nos représentations et notre façon de penser au fait que l'argent serait comme un objet, comme une chose physique, et pas comme une écriture. Alors que sa véritable nature, c'est de l'ordre de ce que tu viens de décrire quand on regarde le phénomène effectivement tel qu'il se déroule. Donc c'est un défi assez considérable pour notre façon
de penser et aussi de gérer l'argent, de, de passer ce cap-là, de le concevoir dans sa véritable nature. On est très marqué par ce passé, et je pense qu'il faudra du temps pour arriver à le faire évoluer, disons. Hein. On est marqué par ça d'autant plus qu'en économie, dans les études, enfin à l'université, dans les écoles d'économie, etc., partout, on considère encore la monnaie comme une chose, et que cette chose peut devenir marchandise. On la considère encore comme ça. Et toutes les expressions que tu as employées le traduisent bien. Et on parle par exemple de la vitesse de circulation de la monnaie, mais ce n'est pas la monnaie qui circule, c'est une illusion. Certains même parlent de la vitesse de rotation de la monnaie. Alors ça, j'en parle dans mon livre, je montre que c'est une illusion complète, cette notion de vitesse de rotation de la monnaie. Alors, je précise entre parenthèses que c'est le seul chapitre qui soit difficile dans mon livre, et que pour des gens qui ne sont pas économistes, je leur conseille de le sauter éventuellement. Mais pour des économistes, ça peut être intéressant de regarder en quoi la monnaie elle-même n'a pas une vitesse de circulation. Ce qui circule, ce sont les marchandises. Et s'il y a une vitesse de circulation des marchandises importante, ça veut dire que les gens achètent, eh bien, à ce moment-là, les jeux d'écriture vont changer à toute vitesse. Mais la monnaie elle-même, elle n'a pas circulé pour autant. On est prisonnier de ces schémas-là. Hein. Alors si conceptuellement, admettons qu'on comprenne que la monnaie, elle est écriture comptable, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable maintenant, je pourrais dire, mais qu'est-ce que ça change? Admettons qu'on la conçoive comme étant une écriture comptable. De toute façon, il est nécessaire que la Federal Reserve aux États-Unis, que la Banque Centrale Européenne, je vais plus utiliser le mot injecte alors, puisque on ne va plus considérer que c'est un liquide que l'on injecte ou du sang que l'on injecte dans un organisme, mais de toute façon, c'est nécessaire que on introduise dans la comptabilité de toutes ces entreprises qui sont en difficulté, de particuliers, qu'on crédite leurs comptes. Puisque c'est une écriture, il faut quand même créditer. Est-ce que ça change vraiment quelque chose de fondamental? Cette façon, dans la pratique je veux dire, cette fois-ci, cette façon de concevoir l'argent comme étant de la comptabilité, de l'écriture, et pas quelque chose de physique qui circule. Bien, le premier effet que ça aura sur nous, c'est de ne plus considérer que l'argent, je puisse le vendre et l'acheter. Parce que dans ce cas-là, il faudrait dire, mais alors ce que je vends, c'est j'ai découpé une feuille de la comptabilité du grossiste et je la vends. Comme si le grossiste, par exemple, il découpait, maintenant tout ça est dans l'ordinateur, mais imaginons qu'on imprime ça et il dit, voilà, je vous vends mon compte banque. Ça n'aurait aucun sens. C'est complètement stupide, quoi. Ça veut dire que la monnaie n'est pas vendable si on la considère telle qu'elle est. Et si elle n'est pas une marchandise, ça a aussi une autre conséquence. Ça veut dire que je ne peux pas placer cet argent quelque part. Je ne peux pas le prendre et le mettre quelque part. Je le mets quelque part quand je crois que je peux lui changer de lieu, mais je peux déménager ma comptabilité de bureau. Elle était au premier étage, je peux prendre toute la comptabilité sur une clé USB et la mettre en haut, au deuxième étage. Mais je ne peux pas aller placer mon argent dans un lieu sûr. Ça n'existe pas. Ça veut dire que
ça veut dire que dès l'instant où je considère que je peux aller déplacer mon argent, donc le placer dans une entreprise, auprès de l'État, dans une banque, etc., si je le place, je, euh, je pervertis l'argent. Je ne suis pas conforme à la nature de l'argent qui est de n'être qu'un reflet. Et un reflet, ça n'a pas d'existence propre. Hein. C'est un reflet de tout ce qui se passe dans l'économie réelle. Et Et si je fais ça, à ce moment-là, je crée une économie virtuelle. Je déplace, je déplace l'économie, je la déplace et je crée une autre sphère qui est la sphère de l'économie virtuelle. Et alors, je peux commencer à acheter du dollar, à vendre de l'euro, acheter du yen, de la livre sterling, etc. Mais la monnaie n'est pas une chose qui se vend ou qui s'achète, puisque c'est un jeu d'écriture. Et que je ne peux pas aller vendre des écritures. Enfin, des écritures comptables. Un livre, c'est autre chose. tu disais placer de la monnaie n'a pas de sens dans le sens où on ne déplace pas physiquement la monnaie, sauf si on déplace une comptabilité, mais c'est autre chose. Mais si maintenant je prête de l'argent à un État ou à une entreprise, euh, n'est-ce pas aussi un placement sans qu'il y ait achat de monnaie ou revente de monnaie à proprement parler? À nouveau, il y a un jeu d'écriture. Mmh. Je vois mon compte qui est diminué, celui de l'entreprise à qui je prête de l'argent qui est augmenté. Peut-être qu'on peut appeler ça un placement ou pas, donc ça c'est une question qui reste ouverte, mais ça peut être conçu comme étant un jeu d'écriture. Bien sûr, on peut avoir un jeu d'écriture avec un prêt qui est fait avec, entre un particulier et une entreprise, par exemple. Hein. Et ça, on traitera ça peut-être dans 2 séances, hein, cette question plus en détail. Euh, mais le prêt lui-même, qui peut être une grande aide pour, pour l'entreprise, est-ce qu'il doit rapporter? Parce que qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je fais, comme on dit, travailler l'argent? Et ça, c'est une question qu'il va falloir regarder très, très sérieusement, parce que dans ce cas-là, est-ce que j'ai créé une valeur économique? Est-ce que j'ai fait un acte économique? Ou bien pas? C'est ça qu'il faudra qu'on considère pour se rendre compte que là est posée par ce que tu viens de dire, là est posée la question de l'intérêt. Et de l'intérêt et du rôle qu'il joue dans l'économie avec la conception actuelle que l'on a de l'intérêt. Alors ça, il faudra un peu de temps pour regarder ça, mais ça joue un très grand rôle dans l'économie. Est-ce un bon moment, penses-tu, Michel, que nous examinions, que nous commencions à examiner des questions qui nous ont été posées pendant cette présentation, ou au contraire, souhaites-tu peut-être encore amener quelques contenus, ou est-ce que nous amenons encore quelques contenus? Je voudrais juste qu'on regarde la dernière dia pour... ça ne va pas être très très long, mais ça va un peu résumer ce qu'on a dit. Parce qu'on voit en fait que, comment dire, on se souvient de l'image où il y avait le kilo tout à l'heure qui était représenté. On n'imagine pas quelqu'un vendant ces kilos. Hein. Je veux dire, le magasin, dans les temps, du temps où il y avait ces morceaux de fonte, on les achetait pour les avoir au magasin. C'était un investissement. Mais ensuite, on ne vendait pas ses propres kilos. De même que quelqu'un qui vend des tissus, il a des mètres, vous savez, ces mètres en bois, comme ça, voilà. Mais il ne les vend pas. Ce qu'il vend, c'est les tissus. Et avec le mètre, il comptabilise, avec l'instrument en bois, il comptabilise le nombre de mètres qu'il a vendus.
Et c'est ça qui va inscrire, qui va apparaître dans sa comptabilité après. Mais donc aucun instrument de mesure n'est quelque chose qui peut devenir marchandise par lui-même. Le seul qui puisse le faire, c'est la monnaie. C'est cette particularité qu'elle a. C'est qu'elle a été marchandise dans les temps anciens. C'était l'or, par exemple. L'or qui était une marchandise qui peut servir à faire des bijoux et qui a servi en même temps d'unité, une marchandise particulière, privilégiée, pour toutes sortes de raisons. Cette marchandise-là est devenue une marchandise pour l'échange. En réalité, si on était vraiment très précis dans nos concepts, l'or, à cette époque-là, il était du troc. En tant que monnaie, il n'était pas réellement une monnaie, il était du troc. C'était marchandise contre marchandise. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'or a commencé, la quantité d'or a diminué de plus en plus dans les pièces de monnaie. Hein, et on a évolué jusqu'à voir que l'or, la monnaie est devenue un simple reflet de ce qui se passait dans l'économie. Mais il y a toujours le danger qu'elle retombe dans son stade ancien, c'est-à-dire marchandise. Et on le voit bien aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la quantité de monnaie qui est échangée entre les comptes bancaires au travers le monde et entre les pays, pour les besoins de l'économie réelle, c'est on va dire, entre 4 et 8%. Et tout le reste, c'est-à-dire 92 à 96% de la monnaie est utilisée comme marchandise pour la spéculation. Donc c'est phénoménal. On a une disproportion qui devrait nous faire tous descendre dans la rue pour changer les choses. Hein. Mais ça veut dire que il y a une tension très très grande pour la monnaie. Et le fait qu'on reconnaisse que la monnaie est saine et elle est une aide pour l'économie, elle n'est pas un problème pour l'économie, elle est une aide pour l'économie, à partir du moment où elle devient comptabilité et seulement comptabilité. Si chaque fois qu'elle tendra à devenir marchandise, elle introduit des germes de maladie dans l'économie. On devrait donc tout faire pour empêcher que la monnaie devienne marchandise. C'est absolument vital pour l'économie et la situation, ce qu'on a vu au début, n'est qu'un aspect, hein, c'est les déficits de l'État. Il faudra aller voir dans d'autres domaines pour voir les problèmes que génère cette conception de la monnaie marchandise, c'est-à-dire tout ce qui a à faire avec l'économie financière. Si nous n'avions pas cette financiarisation de l'économie, il n'y aurait pas de possibilité de prêter ces milliards de milliards aux banques centrales et aux États. Parce que cet argent, en partie, il est créé, mais en grande partie, on a vu pour 56% à peu près, hein, cet argent-là provient d'investisseurs. Donc, si on ne travaillait plus avec une monnaie marchandise,
mais qu'on allait vers une monnaie comptabilité, on serait obligé, pour le faire, de prendre des mesures, comme par exemple la suppression des taux d'intérêt, hein, de se rendre compte à quel point ils désorganisent l'économie, hein, comme la suppression de la bourse, suppression des marchés monétaires, etc., etc. C'est-à-dire qu'on pourrait peu à peu commencer à assainir, et un autre domaine dans lequel il faudrait agir aussi, c'est transformer le système bancaire actuel. Et ça, c'est ce dont on va parler les prochaines fois, hein, de voir qu'il y a une nécessité d'avoir des institutions monétaires qui soient différenciées selon certaines qualités de monnaie. J'introduis juste la notion, on ne va pas la traiter maintenant parce que je crois que c'est bon de prendre des questions, hein, mais juste pour conclure que on a un gros travail à faire pour arriver à se rendre compte que cette conception de la monnaie changerait les institutions monétaires, et qu'on arriverait à des institutions monétaires différenciées en fonction des différentes qualités de la monnaie. On a parlé par exemple de la monnaie de prêt, hein, qui est une des qualités de la monnaie, et de la monnaie qu'on utilise pour la consommation courante, pour les achats, etc. Hein. Ce sont deux qualités de la monnaie, et il y en a une troisième qui est la monnaie que j'appelle monnaie de contribution, dont l'impôt est une toute petite partie. Et ces trois qualités de la monnaie, si on peut les regarder dans les prochaines rencontres civiliennes, alors on verra en quoi le fait de considérer la monnaie comme une comptabilité changerait beaucoup de choses. Ça sera en effet nécessaire d'approfondir, puisque tu viens d'annoncer des notions qui sont, il faut bien dire, très peu connues, tout à fait inconnues même, et qui requerront plus de clarification, d'explication dans leur relation avec la monnaie comptabilité, la monnaie comprise comme étant une comptabilité. Même le fait, par exemple, que si on passe à une monnaie comptabilité, eh bien, la notion d'intérêt pourrait être amenée à disparaître de ce fait. Hein, ça, c'est aussi une notion à approfondir. Mais nous avons du temps devant nous, puisqu'il y aura encore d'autres rencontres civiliennes, d'une part. D'autre part, nous imaginons bien que ceci amène beaucoup de questions, outre celles que vous posez ce soir, et nous allons commencer à en prendre connaissance maintenant. Vous pouvez aussi, si vous êtes inscrit sur le site civilia.net en tant que membre, vous pouvez aussi adresser des questions. Vous verrez qu'il y a une petite rubrique qui s'appelle maintenant questions-réponses, que nous avons améliorée. Et donc, vous pouvez poser des questions et nous y répondrons progressivement au fur et à mesure. Donc, dès aujourd'hui, c'est possible pour la rencontre numéro 10, c'est-à-dire la rencontre de ce soir, le cas échéant. Vos questions, une fois posées, bien, deviennent publiques et les réponses qui seront données seront publiques aussi. Mais voilà, Michel, que le moment est venu d'examiner les questions qui nous ont été posées ce soir. Et je vais donc, il y en a quand même quelques-unes, hein, je vais prendre le temps de les lire dans l'ordre chronologique. Pourriez-vous nous expliquer comment l'explosion de la dette nationale d'à peu près tous les pays ne se résout pas par une métamorphose de l'économie? Autrement dit, comment un non-sens en engendre-t-il un autre tout aussi absurde? Je répète la question. Pourriez-vous nous expliquer comment l'explosion de la dette nationale d'à peu près tous les pays ne se résout pas par une métamorphose de l'économie? Autrement dit, comment un non-sens en engendre-t-il un autre tout aussi absurde?
On prend cette question tout de suite, là, parce Oui. que, si tu veux bien, Oui. euh, je vais être un petit peu caustique, mais j'ai jamais vu un non-sens engendrer du bon sens. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui ne peut que se dégrader. On ne peut pas espérer sortir de cette situation par cette voie-là. Il faut remonter à la cause, à ce qui a causé le non-sens. C'est pour moi une évidence que le non-sens ne va générer que des catastrophes. Il faut retrouver le sens, et premièrement le sens de la monnaie, comme on a essayé de le faire aussi pour le capital, retrouver le sens du capital. Voilà ce que je voulais dire là maintenant. Catastrophe ne peut pas engendrer un bienfait par elle-même. Tout au plus une conscience que quelque chose ne fonctionne pas. Or, Oui, faut-il partir à la recherche alors de ce qui est sain? Mais sans cette recherche, sans cette quête, il ne se passera rien de salutaire. tout à fait, oui. Ouais, bien dit. Si une entreprise répercute sur le prix de ses produits toutes les charges, taxes, salaires, l'amortissement du matériel, frais de gestion, d'où provient le bénéfice? Donc je répète, si une entreprise répercute sur le prix de ses produits toutes les charges, les taxes, les salaires, etc., l'amortissement du matériel, les frais de gestion, d'où provient le bénéfice? On est dans une question qui peut-être peut nous ramener à une autre rencontre civilienne que nous avons déjà connue précédemment, la rencontre numéro 8. Et on n'a jamais abordé la question comment le bénéfice est généré. Et est-ce qu'il est un problème? Est-ce qu'il est une nécessité? Est-ce qu'il est sain? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres questions, parce que ça, c'est un petit peu en dehors du thème de la monnaie proprement dit. C'est pas une question monétaire, ça. C'est pas une question monétaire, c'est une question utile et importante en soi, mais c'est pas une question monétaire. Je vais lire d'autres questions et on y reviendra peut-être, le cas échéant. D'accord, oui. De quelle façon cela pourrait-il se passer que le remboursement de la dette envenime le climat mondial? Ah, oui. De... Oui, peut-être voyons les autres questions. Étant donné que la dette mondiale est clairement impayable, comment voyez-vous notre évolution à partir de cette économie basée sur la dette? Et contrairement à ce que je pensais, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant en réserve à Michel. D'accord. Donc, la quatrième question... C'est de quelle façon cela pourrait-il se passer que le remboursement de la dette envenime le climat mondial? Oui, ça c'était la troisième, oui. Pardon. Et la quatrième? Étant donné que la dette mondiale est clairement impayable, comment voyez-vous notre évolution à partir de cette économie basée sur la dette? Oui. D'accord. Prenons peut-être les deux dernières questions. Alors, et puis, si on peut, on viendra sur la deuxième, celle liée au bénéfice. Hein. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui imagine qu'on puisse un jour rembourser les dettes. Et je parle même des économistes qui font, entre guillemets, autorité, etc. Hein. Pratiquement tout le monde sait que la dette est insoutenable, non remboursable, etc. Hein.
Donc, comment va pouvoir évoluer l'économie? Ça, c'est la question, la quatrième question posée. Hein. C'est difficile, je n'ai pas de boule de cristal économique, hein, et je ne sais pas si on peut en avoir, parce qu'il peut se passer plusieurs choses, notamment le fait qu'il y ait en premier lieu des pays qui fassent faillite, hein, donc qui ne puissent plus honorer leurs dettes. Avant cela, avant cette étape-là, il peut y avoir des banques qui sont mises en grande difficulté, voire en faillite, parce que, comme elles détiennent, comme on l'a vu avec une des IA, elles détiennent 7% de bons du Trésor, d'obligations d'État, etc. Hein. Donc elles vont être mises en grande difficulté parce que ces obligations ne vont plus être vendables. Et alors, elles vont... Pareil pour les compagnies d'assurance aussi. Hein. Donc, ce qui risque de se passer à ce stade-là, c'est que le bilan de ces compagnies d'assurance et des banques se dégrade fortement et que ces entreprises-là soient acculées à la faillite. Ça, c'est un plus ce qui se passera psychologiquement avec un vent de panique qui ravagera les marchés monétaires. Hein. Si c'est par exemple l'Italie, pour prendre un exemple, hein, très probable, hein, on aura à ce moment-là la zone euro qui sera fortement secouée, avec une possibilité d'éclatement de la zone euro comme c'est arrivé en 2011, hein, un risque d'éclatement. Hein. Et puis, ça pourrait très rapidement se propager à d'autres pays. Ça pourrait aller très très vite, vu l'aggravation de ces déficits publics actuels. Dans ce cas-là, on pourrait avoir une paralysie complète du système monétaire et une paralysie complète de l'économie. C'est-à-dire ce qu'on a connu entre 2008 et 2012-2014, augmenté au carré ou au cube, hein, ou plus. C'est des scénarios qui ont été réfléchis par beaucoup d'analystes économiques. Hein. Ça risque d'arriver avant qu'on ait le temps de penser les choses autrement. Alors, ce qui, dans ce cas-là, dans ce scénario-là, pourrait éventuellement se passer, c'est ce qu'on appelle le Great Reset. Hein. Enfin, une partie du Great Reset, ça serait par exemple la disparition ou le remplacement du dollar par une autre unité de compte. Il faut savoir que les banques centrales sont en train de préparer le lancement de crypto-monnaies, ce qui est un concept très vague, hein, et qui ne serait pas de même nature que le Bitcoin, hein, qui n'est pas une monnaie en réalité, qui est simplement un titre spéculatif. Hein. Mais on pourrait avoir des modes de paiement autres que l'euro et le dollar, sous forme d'autres monnaies, des monnaies, en fait, je veux dire, les monnaies sont déjà des crypto-monnaies d'une certaine façon. Hein, c'est-à-dire qu'au point de vue technique, il n'y aurait pas de grande différence, que ça passe par ce qu'on appelle les blockchains ou autres.
ça fait pas une grande différence. Mais ce qui se passerait, c'est que certains acteurs économiques pourraient payer avec ces nouvelles unités monétaires. Et dans ce cas-là, détenir des dollars ou détenir des euros ne servirait plus à grand-chose. Et donc, ça, certainement que le prix à payer de ça, c'est, enfin, ceux qui paieraient ce prix-là, ce seraient vous et moi, tout le monde, quoi, les civiliens. Hein. Donc il y aura une espèce de passage à une nouvelle monnaie, et les monnaies anciennes perdraient leur valeur, Progressivement, oui. une grande partie de leur valeur. Mm. Il y a quelque chose que tu viens d'exprimer aussi qui me paraissait, qui pouvait être éclairé par tes propos précédents. Tu as mentionné que un des risques qui peut exister, c'est que certaines banques, y compris de très grandes banques, fassent faillite. Lorsqu'elles font faillite, lorsqu'elles plongent avec elles tous ceux et celles qui ont des comptes ouverts dans ces banques, ou du moins leur compte plonge. Toutefois, je le mentionne en passant, mais c'est un des concepts très importants que tu as mentionné dans ton livre qui s'appelle Dépolluer l'économie, révolution monétaire, c'est que si la monnaie est comptabilité et que les organismes financiers sont des organismes, si l'on comprend vraiment bien cette notion de gestion comptable, s'ils font faillite, la comptabilité, elle, ne fait pas faillite. C'est un jeu d'écriture qui peut être transmis à un autre organisme. Mais bon, il faudrait rentrer aussi là beaucoup plus dans le détail, mais il faudrait, pour ainsi dire, extraire ce jeu d'écriture comptable que sont nos propres comptes bancaires, ceux des entreprises, ceux des particuliers, du bilan des banques. Ce sont deux Oui. choses à distinguer. Et là on pourrait vraiment s'assurer qu'il n'y a plus aucun risque. Toutes les banques, ou presque, pourraient faire faillite, les comptabilités seraient distinctes, ces écritures monétaires seraient distinctes de celles des écritures des banques elles-mêmes, et ce risque-là n'existerait plus du tout, en fait. Oui. C'est ce que j'appelle traiter hors bilan Mhm, mhm. les comptes en banque des particuliers. Alors, je te propose qu'on en parle la prochaine fois de ça, Oui. parce qu'il faut amener certains détails qui manqueraient un petit peu. Ça serait peut-être compliqué à, à saisir. Mais je voudrais envisager encore un ou deux autres scénarios avant de venir sur la troisième question. Donc, sur qu'est-ce qui risque d'arriver, hein. Une chose qui arrivera certainement, le moment où la crise sera là, je ne dis pas si la crise arrive, parce que je crois que personne ne doute de l'arrivée de la crise, mais quand elle se déclenchera, ce qu'on va voir alors, c'est on assistera à une concentration de plus en plus grande des acteurs économiques dans le domaine financier et bancaire. Ça veut dire que, on l'a vu avec la faillite de Lehman Brothers, ça n'a pas été une perte pour tout le monde. Il y a des banques qui ont récupéré beaucoup. Et on a assisté à une concentration du système bancaire entre les mains, entre de moins en moins de mains. Donc, on assistera à ça, à mon avis, dans le domaine bancaire et aussi dans le domaine industriel et dans les services. On verra des rachats pour 1 euro symbolique, hein, de nombreuses entreprises. Et on ira vers de plus en plus de concentration du pouvoir économique. Ça, c'est, je pense, un scénario très, très vraisemblable et qui s'est déjà passé, donc, notamment en 2008. Et une autre chose aussi qu'il ne faut pas exclure, et je suis désolé, je t'écris des scénarios un peu noirs, hein, mais c'est bien connu que dans l'histoire, pour se sortir de mauvaises passes,
une façon de le faire pour détourner l'attention, c'est de déclencher une guerre. Donc on ne peut pas exclure que pour faire face à un risque de débâcle économique, une guerre soit engagée, ou des guerres soient engagées, qui mobilisent les énergies vers ça et qui permettront à ce moment-là de faire le Great Reset. C'est-à-dire le Great Reset, la grande réinitialisation, elle pourrait soit être déclenchée d'elle-même, soit être déclenchée à la suite d'une guerre qui aura paru inévitable, mais qu'on n'aura peut-être pas voulu éviter aussi parce qu'elles auront arrangé certains intérêts économiques. Tu viens de mentionner plusieurs scénarios. Il y a 2 questions qui viennent d'être rajoutées. Et un de ces scénarios que tu viens de mentionner, c'est qu'il y a une concentration accrue encore de richesses dans les mains d'un certain nombre d'acteurs économiques qui vont pouvoir, après certains effondrements, pouvoir acheter des entreprises et certains biens très bon marché, en fait. Et la question avec laquelle, une des questions qui a été posée est la suivante: se pourrait-il que plusieurs milliardaires unissent leurs tactiques pour empêcher les bourses de s'effondrer en rachetant systématiquement les titres abandonnés ou dépréciés? En somme, c'est presque l'inverse que certains ont intérêt à faire. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait une espèce d'effondrement pour pouvoir ensuite racheter des titres dépréciés. Ben oui, il y a deux temps. Comment ? Il y a 2 temps, c'est comme ça que ça se passe toujours, et 1929 en est un bon exemple, hein, mais il y a eu d'autres crises depuis où le scénario a toujours été le même. C'est-à-dire que ceux qui ont de la disponibilité, de la liquidité, eh bien, ils vont pouvoir racheter à ce moment-là. Et c'est ce qui va provoquer la concentration. Et on peut bien penser que certaines personnes qui sont très prudentes et très avisées, voire bien informées, vont mettre les œufs au bon endroit en attendant, bien au frais, hein, en attendant que ça se passe. Et à ce moment-là, ils viendront, c'est-à-dire qu'ils vont sortir leur investissement des endroits risqués, et ils reviendront une fois que l'orage sera passé et que le cours des actions sera très bas. Leur façon de penser ne vise donc pas à empêcher un effondrement, mais à saisir l'opportunité d'un effondrement pour accroître encore leur pouvoir, en fait. Mmh. Oui, oui. Même certains pourraient éventuellement même déclencher la crise. Hein, voilà, je veux pas trop développer ça maintenant, mais on connaît des exemples de crises monétaires qui ont été déclenchées par des financiers qui ont attaqué la livre sterling, par exemple, comme le fameux financier George Soros l'a fait. On peut faire ça sur les titres de bourse aussi. Voilà, les techniques existent. Une autre question qui a été ajoutée, c'était la partie de l'argent en comptabilité qui est enregistrée en banque. Que signifie le fait que c'est un intermédiaire, que la banque est un intermédiaire? Ce que ça signifie, je ne sais pas si je comprends bien la question. Peut-être la personne pourrait la préciser rapidement si c'est possible. Ce que je peux dire en attendant, c'est que c'est une prestation de service. Ce qui est une prestation de service, de même que par exemple la tenue de la comptabilité peut être externalisée dans une entreprise. Il y a beaucoup de petites entreprises qui font tenir leur comptabilité par un cabinet comptable. Eh bien, on peut dire que
c'est une image à développer peu à peu, il faut réfléchir dessus. Hein. C'est que toutes les entreprises ont externalisé un compte de leur comptabilité et ils l'ont externalisé dans les banques. Et c'est les banques qui s'occupent de gérer ces comptes-là. Elles sont comme un cabinet comptable spécialisé sur un seul compte. Mais ça sera plus compréhensible quand on verra quand on traitera de la différenciation des organismes bancaires la prochaine fois et les fois suivantes. Comment dire, c'est ce qui nous empêche un tout petit peu de voir, c'est qu'on a une image de la banque qui est multiple, parce que la banque fait plusieurs choses aujourd'hui. Elle est un endroit de dépôt, parce qu'on croit qu'on peut déposer des espèces, enfin de l'argent. Deuxièmement, elle est un endroit de virement. Elle offre elle s'occupe aussi de placer l'argent, votre argent, hein, et elle s'occupe de prêter aussi. Et ce dont j'ai parlé dans la description qu'on a fait tout à l'heure, c'est simplement d'un de ces services-là. C'est celui de faire les virements. Mmh. C'est uniquement de ça. Donc, c'est difficile, avec cette image multiple de la banque, d'arriver à ne voir que ce service-là qu'elle rend, et de voir que c'est ce service-là qui devrait être sorti du fonctionnement bancaire, comme on le verra la prochaine fois. Je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée, si la personne a envoyé un complément. Ou... Alors, voici ce qu'elle communique. Que représente la banque dans cette organisation de la comptabilité des entreprises ? Plutôt, elle reprécise, elle corrige, que représente le compte banque dans cette organisation ? Mais alors, elle ajoute très bien merci. Donc, je me demande si ça ne signifie pas qu'elle a justement mieux saisi le propos avec les explications que tu viens de donner, Michel. Ah, d'accord. Ok. Mais alors, redis la question pour que je vois s'il y a encore un élément. Donc, que représente la banque dans cette organisation de la comptabilité des entreprises ? Oui, ça, en précisant vu, que représente plutôt le compte banque dans cette organisation. Oui, alors le compte banque de l'entreprise, là, dans ce cas-là, hein, ça va permettre de préciser un petit peu. Le compte banque de l'entreprise, comme le grossiste, par exemple, hein, c'est un des comptes de la comptabilité. Hein, et ce compte-là, il a son reflet dans la banque. Il ne faut donc pas s'imaginer la chose dans l'autre sens. Hein. La réalité, c'est le compte qui est dans l'entreprise. À la banque, c'est juste le reflet de ça. Voilà, je ne sais pas si ça aide à comprendre. Est-ce que nous revenons, et ça sera la dernière question, le cas échéant, à la question de tout à l'heure qui ne portait pas aussi directement sur le propos de ce soir, ou est-ce que nous la remettons une prochaine fois, Michel ? J'essaie de la retrouver moi-même, d'ailleurs, cette question. C'est d'où vient le bénéfice Oui. Si on comptabilise toutes les charges. Oui. Oui, on peut essayer de dire ça, d'en dire une partie courtement. Hein. Ça veut dire, est-ce qu'une entreprise vend à prix coûtant ou est-ce qu'elle vend
en prévoyant toujours une marge. Certaines personnes pensent que le bénéfice est quelque chose qui n'est pas une bonne chose et qui serait non moral. Eh bien, je pense que c'est exactement le contraire. Et on aura l'occasion de le préciser quand on parlera d'une des qualités de la monnaie, ce que j'appelle la monnaie de contribution. Mais pour le dire déjà, sans bénéfice des entreprises, on ne pourrait pas, par exemple, financer les écoles. On ne pourrait pas financer la culture. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas financer. Et on ne pourrait pas financer un certain nombre de services de l'État, comme par exemple la police et l'armée. Donc le bénéfice n'est jamais un problème. Il est donc normal de prévoir un bénéfice. Mais de toute façon, il est inévitable, ce bénéfice. Parce que si une entreprise vendait à prix coûtant, elle aurait très vite des problèmes. Et c'est intéressant de voir que si on suit les phénomènes économiques de près, les choses se révèlent d'elles-mêmes, se montrent. Elles sont comme inscrites dans l'économie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que une entreprise, elle a tout à coup beaucoup de ventes, puis après un peu moins de ventes, puis un peu plus de ventes, etc. C'est fluctuant. Souvent à cause de la saisonnalité, mais pas seulement. Il peut y avoir d'autres facteurs qui font que ce n'est pas linéaire les ventes d'une entreprise. Si on calcule le coût de vente, le coût de revient d'un produit, et donc son prix de vente, et qu'on l'aligne sur le coût de revient, qu'est-ce qu'on va prendre? Le moment où on vend le plus ou le moment où on vend le moins? Si on prend le moment où on vend le plus, et qu'on dit, bon ben voilà, si j'ai vendu 3 millions de pièces, par exemple, ça me revient tant, mettons 1,20 €. Hein. Mais si je ne vends que 2 500 000, ça me revient 1,50 €. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme prix de vente? 1,20 €. Et le jour où on vend moins, on va être en perte et on risque de faire faillite. On n'aura plus assez d'argent pour payer le personnel, pour payer les matières premières, etc. Donc, un entrepreneur raisonnable, il va toujours calculer son prix de revient par rapport aux ventes minimum qu'il escompte. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire tourner ses machines, il ne va pas considérer qu'il fixe son prix de vente en considérant que ses machines tournent à 100%. Il va calculer sur des machines qui vont tourner à 60, 65%, peut-être 70%. Et donc, les moments où les machines tourneront à 80, 90, voire 100%, voire 110, 120% avec des heures supplémentaires, hein, ça arrive aussi pour les entreprises, que dans ce cas-là, tout ce qui va être généré au-dessus de ce seuil de, mettons, 70%, va être bénéfice. Donc, un entrepreneur va toujours calculer son prix sur la base d'un fonctionnement, on va dire, minimum de son entreprise à un temps donné. Hein. À 70%, mettons, du fonctionnement. Et
tout ce qui va venir en plus sera du bénéfice. Ça veut dire que pour la santé du fonctionnement d'une entreprise, le bénéfice est inévitable. Et d'ailleurs, Et il est nécessaire pour financer d'autres choses dans l'économie dont on parlera une autre fois. ça serait d'ailleurs une impossibilité pratique. Admettons même qu'on se donnerait comme but de vendre à prix coûtant, on ne pourrait donc pas y arriver puisque les charges elles-mêmes ne cessent pas de varier. Et qu'en outre, comme tu as montré, le prix coûtant lui aussi ne cesse pas de varier. Ça va dépendre aussi des volumes achetés. On voudrait même se donner ça comme but que c'est impossible d'y arriver. On ne pourrait pas. On pourrait pas. Donc le bénéfice est inhérent au fonctionnement même des entreprises et il est une nécessité pour d'autres raisons liées à ce qu'on appelle l'économie non marchande, mais ça, c'est pour une autre fois, comme on a dit. Je te propose, Michel, de clôturer cette 10e rencontre civilienne maintenant, qui était donc la première rencontre de l'année 2021. Nous n'avons pas déjà fixé une date pour la prochaine rencontre, mais ces dates seront communiquées le moment venu. Nous vous invitons à vous abonner à notre newsletter ou à vous inscrire comme membre, peut-être visiter de temps à autre notre site, et puis nous mettrons bien sûr aussi la présente rencontre civilienne en ligne d'ici quelques jours. Nous avons déjà annoncé quand même grosso modo, tu as annoncé grosso modo quelle était l'orientation de nos travaux à venir, notamment quand tu as parlé de la différenciation de 3 qualités de la monnaie, de 3 qualités différentes de l'argent, par exemple. Donc, nous vous invitons, je présume que si vous êtes intéressé, passionné par ces sujets, nous allons vous retrouver lors des prochaines rencontres civiliennes. Vois-tu quelque chose à ajouter, Michel, encore? Non, je crois que tu as bien conclu. Merci. Merci Stéphane, merci à tous et à bientôt, j'espère. À bientôt.